André Rieu le détestait vraiment plus que quiconque. Ce n'est pas une phrase que l'on prononce à la légère, surtout lorsqu'il s'agit d'un homme dont le sourire a illuminé des millions de visages pendant plus d'un demi-siècle. Pour le monde entier, André Rieu a toujours été ce roi de la valse, cet artiste, qui transformait chaque scène en une fête, chaque note en une promesse de bonheur. On croyait tout savoir de lui, de son élégance, de son orchestre, de cette joie contagieuse qui semblait ne jamais s'éteindre. Mais derrière cet éclat se cachait une vérité plus dure, presque inconcevable, pour ceux qui n'avaient vu de lui que la lumière. Pendant toute sa carrière, il a dû affronter le mépris silencieux, parfois public, d'une partie du monde classique. Des regards qui jugeaient, des mots qui blessaient, des refus qui laissaient une trace. Et parmi tous ceux qui ont tenté de diminuer son œuvre, 5 noms ont marqué sa vie plus profondément que quiconque ne pourrait l'imaginer. Des artistes puissants, respectés, parfois admirés, mais dont les paroles ou les gestes ont laissé des cicatrices que même la gloire n'a jamais totalement effacées. Rieu n'a jamais cherché le conflit. Pourtant, là où le public voyait un maestro radieux, lui ressentait l'ombre de ses confrontations. Ce sont ces histoires longtemps tues qui révèlent l'homme derrière la légende, l'artiste derrière le spectacle, l'être humain derrière le sourire. Avant de dévoiler cette liste, nous devons comprendre qui est réellement André Rieu. Il est né en 1949 à Maastricht, dans cette région des Pays-Bas où les hivers sont longs et où les maisons semblent garder la mémoire des siècles. Son enfance fut façonnée par une présence à la fois majestueuse et intimidante, son père chef d'orchestre, respectée figure d'autorité absolue, dans un monde où la musique ne tolérait ni faiblesse ni légèreté. Le jeune André grandit au milieu des répétitions d'orchestre, des partitions austères du silence, tendues entre deux mesures, et surtout de cette idée que la musique classique appartenait à une élite dont il ne se sentait pas vraiment membre. Très tôt pourtant, un détail changea sa vie. Ce jour où il découvrit la valse non pas comme un exercice académique, mais comme un souffle, une joie presque enfantine. Là où les autres voyaient une forme vieillie, lui percevaient un moyen de réunir les gens, de les faire sourire, de leur rappeler que la musique pouvait aussi être un refuge. À la fin de son adolescence, cette conviction devint plus forte que tout. Il ne suivrait pas le chemin imposé par la tradition, il créerait le sien. Les débuts furent difficiles. On le critiquait pour son ambition jugée trop populaire, on se moquait de l'idée d'un orchestre Johann Strauss moderne. On disait qu'il réduisait la musique à du divertissement. Pourtant, concert après concert, ville après ville, il finit par conquérir le monde entier. Les tournées affichaient complet, les ventes explosaient, son style devint un phénomène mondial. Mais la gloire ne le protégea jamais totalement du jugement lourd des puristes. Certains le traitaient d'homme commercial, d'autres de magicien, de pacotille des mots, qui derrière son sourire touchait des zones sensibles héritées de son enfance. Et ce sont justement ces blessures qui expliquent pourquoi 5 noms parmi tous ceux qu'il a croisés ont laissé une trace si profonde dans sa mémoire. Numéro 5, Pierre Boulez. Lorsque l'on évoque le nom de Pierre Boulez, on parle d'un monument de la musique française, d'un homme qui a redéfini le langage musical du XXe siècle avec une autorité presque incontestable. Sa pensée, ses écrits, ses prises de position avaient le poids d'un verdict, et rares étaient ceux qui osaient le contredire. André Rieu, lui, n'avait jamais cherché la confrontation. Pourtant, Boulez devint pour lui l'un des symboles les plus douloureux d'un mépris qu'il connaissait trop bien. Dans les années où il construisait encore son identité artistique, il voyait Boulez comme l'incarnation d'un monde fermé, celui des puristes, des gardiens d'une tradition qui ne laissait aucune place à la joie populaire. Boulez était un génie, nul ne le contestait. Mais il était aussi un homme dont les mots pouvaient réduire un artiste à néant. Et ses interventions publiques sur ce qu'il appelait la dérive spectaculaire de la musique classique frappaient Rieu de plein fouet, même lorsqu'il n'était pas nommé. À chaque interview où Boulez condamnait la musique, qui cherche à plaire avant de penser la presse, ajoutait un visage, celui d'André Rieu. Les titres étaient tranchants, presque cruels. On opposait systématiquement le compositeur visionnaire et le violoniste jugé trop populaire, trop souriant, trop proche d'un public que certains critiques considéraient comme étranger au vrai art.
Pour Rieu, ces articles étaient comme des rappels incessants de son enfance dans une maison où la musique était discipline, rigueur, presque une forme de solitude. Boulez représentait cette voix implacable qui lui disait encore et encore qu'il ne méritait pas sa place. Mais ce fut surtout la manière dont Boulez façonnait l'opinion du milieu classique qui blessa profondément Rieu. Lorsque Boulez déclarait que la musique devait être un acte intellectuel avant d'être une émotion, Rieu entendait l'inverse de tout ce en quoi il croyait. Pour lui, la musique était un lien, une main tendue, un moyen d'alléger le poids du monde. L'idée que cela puisse être jugé comme inférieur ou pire ridicule le touchait à un endroit fragile, un endroit qu'il avait passé sa vie à protéger. Avec le temps, la fracture se fit plus visible encore. Certains jeunes chefs d'orchestre influencés par Boulez critiquaient ouvertement les concerts de Rieu, les qualifiant de spectacle plutôt que de musique. Rieu ne répondait pas. Son silence n'était pas une acceptation, mais une façon de ne pas nourrir un conflit qu'il savait perdu d'avance. Pourtant, intérieurement, le ressentiment grandissait. Non pas parce qu'il voulait l'approbation de Boulez, mais parce que ce dernier représentait la figure paternelle qu'il avait essayé toute sa vie de dépasser sans jamais y parvenir vraiment. Boulez et Rieu ne se sont jamais affrontés directement, mais leur antagonisme était inscrit dans leur vision même de la musique. Pour Rieu, Boulez restera celui dont les mots ont blessé plus que des attaques frontales, parce qu'il portait le poids d'un monde qui avait refusé de le comprendre. Numéro 4. Zubin Mehta. La relation silencieuse mais lourde de sens entre André Rieu et Zubin Mehta raconte un autre chapitre de cette fracture profonde qui sépare le monde classique traditionnel de la vision populaire et chaleureuse que Rieu a toujours défendue. Mehta, chef d'orchestre au prestige incontestable, appartenait à cette génération de maîtres pour qui la musique symphonique devait rester un temple, un lieu presque sacré où l'exigence l'emportait sur l'accessibilité. Dans cet univers, Rieu apparaissait comme un intrus, voire comme une menace. Pendant des années, la presse spécialisée a mis en contraste leurs deux figures. D'un côté, Mehta, l'incarnation de la rigueur respectée dans les plus grandes salles du monde. De l'autre, Rieu, adoré par un public immense mais considéré par certains puristes comme trop léger, trop entouré de sourires, trop proche d'une forme de célébration que la vieille garde jugeait indigne d'une scène. Classique. Mehta n'eut jamais besoin de prononcer son nom. Il suffisait qu'il parle de la dilution de la tradition pour que les journalistes fassent le lien. Dans une interview devenue célèbre, Mehta déclara que la musique classique courait le risque de devenir un simple divertissement si elle perdait de vue son essence. Les mots n'étaient pas dirigés explicitement vers Rieu, mais eux seuls semblaient répondre à ce portrait implicite. Pour Rieu, ce fut une blessure particulière. Non pas parce que Mehta était un rival direct, mais parce qu'il représentait exactement un type de respect qu'il n'obtiendrait jamais. Les milieux qu'il admirait dans son enfance, les chefs que son père citait en exemple, appartenaient précisément à cet univers qui le jugeait désormais de loin, avec une froideur presque aristocratique. L'incident qui scella définitivement la distance entre eux survint lorsqu'un producteur proposa un projet réunissant plusieurs chefs d'orchestre de renommée internationale, dont Mehta et Rieu. Mehta déclina immédiatement en laissant entendre que certaines approches de la musique n'étaient pas compatibles avec les siennes. Pour Rieu, ce fut plus qu'un refus. Ce fut une humiliation tacite. Il savait pertinemment qu'il était la raison de cette décision et l'idée qu'on le jugeait indigne d'une simple collaboration resta longtemps gravée dans son esprit. Avec le temps, ce ressentiment devint moins brûlant mais plus profond. Rieu comprit qu'il n'avait jamais été réellement évalué pour sa musique, mais pour son choix d'aimer le public avant tout. Mehta, malgré son immense talent, représentait le rejet le plus froid qui lui ait été opposé. Il ne s'agissait pas d'un conflit ouvert, mais d'un léger mouvement de tête, d'une phrase détournée d'un silence lourd qui en disait plus qu'une attaque directe. Dans l'esprit de Rieu, Mehta restera toujours l'un de ceux qui ont refusé de voir l'humanité de son œuvre. Et cela, pour un artiste qui avait construit toute sa vie sur le partage, était une blessure que le temps n'a jamais réussi à effacer totalement. Numéro 3, Anne-Sophie Mutter. La rivalité silencieuse entre André Rieu et Anne-Sophie Mutter est l'une des plus douloureuses de sa carrière, précisément parce qu'elle touche au cœur même de son identité musicale.
Mutter n'était pas n'importe quel violoniste pour lui. Elle représentait l'excellence pure, l'aboutissement de ce que la discipline pouvait produire de plus noble. Admirée dans le monde entier, formée dès l'enfance à une rigueur presque ascétique, elle incarnait l'idéal que le jeune Rieu avait vu briller au loin, mais qu'il n'avait jamais prétendu atteindre. Entre eux, pourtant, une fracture profonde naquit non par confrontation directe, mais par le poids immense des mots et des symboles. Lors d'une interview devenue célèbre dans le milieu classique, Mutter affirma que la musique ne devait jamais devenir un spectacle et que le showmanship n'avait rien à voir avec l'art véritable. Elle ne cita personne, mais pour beaucoup l'allusion était limpide. Les réseaux sociaux, les chroniqueurs, même certains chefs d'orchestre, relayèrent cette phrase comme une critique voilée envers Rieu, dont les concerts étaient souvent décrits comme des célébrations joyeuses, presque théâtrales. Pour lui, cette déclaration résonna comme un coup porté à sa vision la plus intime de la musique. Rieu n'a jamais voulu opposer la virtuosité à la générosité. Il a simplement cherché à offrir aux gens une expérience vivante, un moment d'union et de joie. Pourtant, face à une artiste comme Mutter, dont le prestige et la technique semblaient inaccessibles, il se sentit ramené à ce sentiment d'infériorité qu'il avait connu enfant lorsque son père valorisait la perfection plus que l'émotion. La remarque de Mutter, même indirecte, réveillait cette ancienne blessure, celle d'être perçu comme un musicien de second plan. La tension fut exacerbée par les comparaisons incessantes de la presse. On juxtaposa leur style, leur carrière, leur public, comme s'il s'agissait de deux mondes irréconciliables. Les tabloïds classiques créèrent des titres provocateurs opposant la rigueur de Mutter à la facilité de Rieu. Ce dernier gardait le silence, mais ses proches témoignèrent de son profond malaise. Non pas parce qu'il enviait Mutter, mais parce qu'il aurait voulu au moins une fois être reconnu par elle comme un artiste légitime, porteur d'une contribution différente mais sincère. Le point culminant survint lorsqu'un festival international proposa une apparition commune des deux violonistes, idée rapidement abandonnée après le refus catégorique de Mutter. Elle ne donna aucune justification publique, mais l'ombre de sa remarque précédente suffisait à comprendre le message. Rieu accueillit la nouvelle avec une tristesse discrète. Il savait qu'il ne serait jamais considéré comme un père par cette figure emblématique et cette conscience lui laissa un goût amer. Dans sa mémoire, Mutter occupe une place singulière, non parce qu'elle l'a attaqué, mais parce qu'elle représentait ce respect qu'il aurait voulu gagner et qui lui fut refusé avec une froideur absolue. Pour lui, cette blessure fit plus mal qu'une critique frontale, car elle portait la marque silencieuse du mépris. Numéro 2. Valéry Gergiev. La relation entre André Rieu et Valéry Gergiev est sans doute l'une des plus complexes, car elle mêle admiration, incompréhension et une forme de violence symbolique qui marqua profondément Rieu. Gergiev, figure monumentale du monde symphonique, dirigeait avec une intensité presque brute. Pour lui, la musique était une force primitive, un langage de pouvoir qui exigeait une dévotion totale. Il évoluait dans les plus grandes salles du monde entouré de la vénération des puristes. Dans ce paysage, Rieu apparaissait comme une anomalie, un homme dont la musique faisait danser les foules plutôt que les faire réfléchir, et cela suffisait pour provoquer une fracture. Les premières tensions naquirent indirectement à travers les commentaires de Gergiev sur certains concerts jugés trop spectaculaires. Il affirma que la musique classique risquait de se transformer en cirque si elle perdait son exigence. Là encore, aucun nom n'était prononcé, mais les insinuations étaient trop claires pour être ignorées. La presse s'empara immédiatement du propos et y ajouta le nom de Rieu presque comme une évidence. Dès lors, chaque mot de Gergiev, volontairement ou non, devint une arme dirigée contre l'univers populaire que Rieu défendait. Pour Rieu, cette attaque n'était pas seulement esthétique. Elle réveillait un conflit intérieur ancien, celui de l'enfant qui se sentait jugé pour avoir voulu offrir du bonheur plutôt que de la perfection. Gergiev représentait tout ce que l'élite classique avait de plus puissant, un titan intouchable dont la vie façonnait les carrières. Le voir ridiculiser, même sans le dire ouvertement, le type de musique que Rieu chérissait était une blessure à la fois personnelle et artistique.
La tension monta encore lorsque certains festivals refusèrent d'inviter Rieu sous prétexte que son style ne correspondait pas à leur vision. Plusieurs programmateurs influencés par la pensée de Gergiev affirmèrent que Rieu trahissait l'essence de la tradition. Ce fut pour lui une humiliation sourde, car il comprit que ce rejet ne venait pas du public, mais d'un système dominé par quelques grandes figures dont Gergiev était l'emblème le plus redoutable. Un moment particulièrement douloureux survint lorsqu'un journaliste demanda à Gergiev ce qu'il pensait du phénomène Rieu. Le chef d'orchestre répondit simplement qu'il n'avait rien à en dire. Ce silence brutal dans sa concision fit l'effet d'un mur infranchissable. Rieu n'aurait pas supporté une critique directe, mais cette absence totale de reconnaissance lui sembla encore plus cruelle. Dans le monde de la musique, être ignoré peut blesser davantage qu'être attaqué. Gergiev restera dans la mémoire de Rieu comme le symbole d'un rejet institutionnel froid, presque théâtral dans sa dureté. Il n'a jamais eu besoin de lever la voix. Il lui suffisait de détourner le regard pour faire sentir à Rieu combien son univers n'avait pas sa place dans celui des maîtres autoproclamés. Numéro 1. Lang Lang. Parmi toutes les figures qui ont laissé une marque profonde dans la mémoire d'André Rieu, Lang Lang occupe une place particulière, non pas parce qu'il fut hostile de manière ouverte, mais parce qu'il incarnait une rivalité silencieuse, presque symbolique, qui toucha Rieu au cœur même de son identité d'artiste. Lang Lang, pianiste prodige, devenu l'un des musiciens les plus célèbres de la planète, partageait avec Rieu un trait commun, la capacité rare d'attirer un public immense au-delà des frontières habituelles du classique. Pourtant, là où l'on aurait pu imaginer une complicité naturelle, naquit une distance profonde faite de malentendus de non-dits et de petites piques qui blessèrent Rieu bien plus qu'il ne l'avoua jamais. Le premier signe de tension apparut lors d'une interview où Lang Lang affirma que la musique classique devait rester un art exigeant et que les artistes avaient la responsabilité d'éduquer le public plutôt que de le flatter. Cette phrase, reprise partout dans la presse internationale, fut immédiatement interprétée comme une critique voilée envers Rieu. Les journalistes établirent le parallèle sans hésiter, opposant le pianiste virtuose au violoniste populaire, comme s'ils appartenaient à deux mondes irréconciliables. Pour Rieu, ces mots eurent la violence d'un rappel soudain. Ils réveillèrent cette vieille blessure héritée de son enfance lorsqu'il se sentait jugé pour sa capacité à sourire, à émouvoir, à rendre la musique accessible. Lang Lang, pourtant jeune et moderne, semblait perpétuer ce regard que Rieu croyait réservé à l'élite plus ancienne. Cela le troubla profondément. Non pas parce qu'il enviait le succès du pianiste, mais parce qu'il espérait trouver en lui un allié dans ce combat contre les frontières rigides du classique. La fracture se creusa lorsqu'un grand producteur télévisuel proposa une apparition commune des deux artistes. Lang Lang déclina poliment mais fermement, évoquant un emploi du temps chargé. Les coulisses racontèrent une autre histoire. Il préférait éviter toute association artistique susceptible de diluer son image dans un univers trop populaire. Cette rumeur, qu'elle soit fondée ou non, atteignit Rieu au plus profond. Pour la première fois, il sentit qu'un artiste de sa génération, et non plus seulement les maîtres de l'ancienne garde, considérait sa démarche comme inférieure. L'épisode le plus douloureux survint lors d'un gala international où les deux artistes étaient invités. Lang Lang salua brièvement Rieu, mais s'éclipsa avant qu'une conversation ne puisse s'engager. Beaucoup y virent une simple question d'organisation. Rieu lui y lut un message clair, il n'était pas un père, seulement un divertisseur parmi d'autres. Cette impression resta en lui comme une trace indélébile. Dans l'esprit d'André, Rieu, Lang Lang incarne l'incompréhension la plus amère, celle venant non pas d'un maître distant, mais d'un artiste qui aurait pu partager son rêve d'une musique ouverte et accessible. Et c'est être pour cette raison précise qu'il devint au fil du temps la figure qu'il détesta plus que tout autre. À la fin de cette histoire, une réalité s'impose avec une évidence presque poignante. André Rieu n'a jamais construit sa vie contre quelqu'un. Il l'a construite pour quelque chose. Pour la joie. Pour l'idée être naïve mais profondément humaine, que la musique doit d'abord toucher avant de convaincre, rassembler avant d'impressionner.
Pourtant, sur son chemin, il a dû affronter des regards sévères, des mots tranchants et des silences lourds qui ont laissé des traces plus profondes que ce que le public a pu imaginer. Boulez représentait l'autorité froide de l'élite. Mehta la distance d'un monde qui refusait de s'ouvrir. Lang Lang enfin l'écho inattendu d'une génération nouvelle qui le rejetait pour des raisons qu'il ne comprenait pas entièrement. Ces 5 figures ne furent jamais des ennemis au sens traditionnel, mais elles devinrent des ombres persistantes derrière son sourire. Chacune rappelait à sa manière qu'il menait un combat solitaire pour défendre une vision de la musique que beaucoup jugeaient insuffisante. Et pourtant, malgré ses blessures, André Rieu a continué à jouer, à rassembler, à créer ce que peu d'artistes ont su créer, un langage accessible, immédiat, chaleureux, capable de toucher des millions d'âmes. Là où certains voyaient de la légèreté, il offrait du réconfort. Là où d'autres dénonçaient la simplicité, il voyait une porte ouverte vers des cœurs fatigués, vers des vies qui avaient besoin d'un instant de lumière. Peut être que l'histoire d'André Rieu n'est pas celle d'un musicien en quête de reconnaissance, mais celle d'un homme qui a choisi son camp dès l'enfance. Il n'a pas gagné l'admiration des puristes. Il n'a pas remporté les batailles invisibles contre les gardiens du temple classique. Mais il a gagné quelque chose que la critique n'a jamais pu mesurer, l'amour indéfectible d'un public qui, soir après soir, a trouvé dans son violon une raison de sourire. Et c'est peu, être là dans cette fidélité silencieuse, que se trouve